Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Martin Binette, fondateur de Entre les deux oreilles. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, les super physionomistes. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, que suppose l'empowerment en santé mentale? Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Martin Binette. Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. On t'a invité il y a quand même un bon bout de temps à l'émission Folie douce. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. J'aimerais que pour les auditeurs, que tu nous parles un peu de ton parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé mentale? J'en comprends qu'on a 1h15. Oui, c'est ça. Rapidement, moi, je suis une personne qui vit avec un diagnostic d'anxiété généralisée et un trouble de cyclothymie, en fait, une forme de bipolarité, et qui a été diagnostiquée, entre autres, la cyclothymie, l'année passée. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Mais rapidement, j'ai toujours grandi avec de l'anxiété dans ma vie. Ça m'a affecté énormément dans ma jeunesse, mais quand moi je suis né en 75, donc on parle des années 80-90, on ne parlait pas de santé mentale. C'était même pas un terme qui était utilisé à l'époque. Ouais. Toujours été un petit garçon anxieux, j'ai manqué énormément d'événements, j'ai fui des parties d'anniversaire, j'ai manqué des tournois de hockey, toujours avec cette anxiété qui m'agrippait, là, qui m'empêchait de réaliser mes rêves. Jusqu'à temps qu'à l'âge de 19 ans, mais je fasse ma première grosse crise de panique qui m'a amené à une dépression majeure. J'étais sur le carreau pendant 1 an. C'est là que j'ai vraiment commencé à réaliser que j'avais probablement un problème entre les deux oreilles, c'est-à-dire que c'était pas imaginaire, mais que c'était vraiment un problème de santé mentale. Mais après avoir parlé à des médecins et ainsi de suite, c'était toujours diffus. C'est-tu un trouble dépressif? C'est-tu un trouble anxieux? Puis ce n'est que quelques années plus tard que j'ai finalement eu un diagnostic, puis ça me fait sourire parce qu'on est tout juste à côté de la clinique Chérier. Puis c'est là que j'ai eu mon diagnostic par un médecin psychiatre à l'époque qui était un trouble d'anxiété généralisée. Est-ce que c'est un soulagement rendu là? Est-ce que ça te donne un coup de barre dans le visage, ou si c'est plus un soulagement en disant je comprends peut-être un peu mieux pourquoi il m'arrivait telle ou telle chose? Ça a été un soulagement à cette époque. La première fois que j'ai eu un diagnostic, quand j'avais 19 ans, donc on parle d'à peu près 1994, ça a été un coup de barre, un coup de fer, une barre de fer en pleine face. En fait, c'était comme, mon Dieu, je suis fou. Et on lit souvent, on fait des liens avec la maladie mentale, comme avec les films ou ce qu'on voit à la télévision. À l'époque, c'était... Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce genre de film-là très dramatique et très presque exagéré. Là, d'ailleurs, je le dis en conférence souvent, j'avais l'impression que j'allais être en jaquette puis attaché, ouais, c'est ça. Confiné dans une salle capitonnée, mais ça a été un coup de barre. Mais quand j'ai eu mon réel diagnostic, presque une dizaine d'années plus tard, là, ça a été un soulagement. Parce que ça a été des années de souffrance où est-ce que, mais qu'est-ce que j'ai? Et là, je cherchais une réponse physique. J'ai passé tellement de tests physiques. Je les ai tout passés. Je pensais que j'avais des problèmes cardiaques. Je pensais que j'avais une tumeur, la sclérose en plaques, name it. Je pensais que j'avais toutes les maladies. Et finalement, j'ai dû me convaincre, et le médecin psychiatre m'a convaincu. Non, tu as un problème d'anxiété généralisée. Et à l'époque, j'avais un problème de dysthymie qui était une forme de trouble affectif saisonnier, là, où est-ce que l'hiver, j'avais tendance à avoir des symptômes dépressifs. Alors, ça a été un soulagement. J'ai eu une médication appropriée. Puis après ce moment-là, ça a commencé à aller mieux parce que j'avais le bon traitement. Mais ça a pris une dizaine d'années de souffrance et ça m'a amené même à penser sérieusement au suicide et parce que la souffrance c'était pas vivable. Là. Quand on parle de souffrance, les gens qui n'ont jamais vécu de dépression majeure ou des choses comme ça, on parle de quoi comme souffrance? Parce que la souffrance physique, on le sait, on se brûle, on reçoit un poids sur les... On peut comprendre, mais la souffrance mentale, c'est quoi? Moi, je dis souvent cette image-là en conférence. Je dis, écoutez, moi, là, j'ai eu d'innombrables blessures physiques dans ma vie. J'ai fait du sport toute ma vie. J'ai eu des fractures, j'ai eu des entorses,
des lacérations dans le dos. Il n'y a aucune de ces blessures. Des commotions cérébrales, en fait. J'ai tout eu. Fracture du nez. Toutes ces blessures m'ont causé, évidemment, de la douleur importante. Aucune de ces blessures importantes n'ont eu le 10e de la douleur ressentie d'une dépression majeure. C'est dur à expliquer parce que c'est facile à dire à quelqu'un, je me suis tordu une cheville, j'ai mal parce que tu vois la cheville qui est bleue. Puis ça élance ou ça fait quelque chose, ou c'est ça, on peut le décrire, mais... Moi, ce que je peux dire, c'est que la maladie mentale, surtout la dépression majeure, quand je les ai vécues, les dépressions majeures, c'est excessivement diffus. Donc, ça peut se matérialiser comme des symptômes physiques. Moi, je le sentais énormément dans mon corps comme une espèce d'engourdissement global, une incapacité de faire comme un retard moteur où les choses, tu as l'impression que tu échappes tout ce que tu prends, incapacité de se concentrer. Mais c'est très douloureux physiquement, mais c'est douloureux également psychologiquement parce que tu as l'impression de ne pas être à 100% de tes capacités. Puis probablement que c'est constant. Ouais. C'est pour ça que c'est épuisant. C'est ça, exact. Tu sais, du matin au soir, ben, peut-être quand tu dors, tu n'y penses pas, mais à un moment donné, quand tu vis ta journée... Et ça, c'est si tu dors. Si parce tu dors, que un des éléments que moi, j'ai vécu, c'était de l'insomnie importante. Alors, tu vis dans ta journée. Dans ma journée, là, je me rappelle, au plus profond de ma dépression, là, c'était le matin, je me levais, j'avais déjà hâte au soir pour me recoucher. Ouais, incroyable. Puis j'ai eu une dépression où est-ce que j'avais un petit garçon de 3 ans. Puis le moment que j'appréciais le plus dans la journée, le moment où j'avais le plus hâte, c'est lorsqu'elle allait faire sa sieste pour que je puisse dormir. Et quand il se réveillait après sa sieste, j'étais à la limite un peu déçu qu'il ne dort pas plus parce que je voulais dormir. Et c'était cette constante manque d'énergie, comme l'espèce de batterie qui était tout le temps vide. Et ça, c'est souffrant parce que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la concentration, tu n'as pas la volonté, tu n'as pas tout est à zéro. Alors, tu es là, tu attends, tu regardes, tu n'arrives même pas à lire, donc tu regardes les murs, tu attends, c'est une constante attente que les choses s'améliorent. Et c'est ça qui est souffrant. C'est ça, puis j'ai l'impression que tu n'as pas l'impression de réaliser ta vie, ou en tout cas de faire quelque chose de valable dans ta vie. Tu te dis, je suis comme un peu, je vis, mais il ne se passe pas grand-chose, donc ça sert à quoi? Tu sais, d'où peut-être les idées suicidaires, des fois tu dis, moi, ça sert à quoi? Tu sais? Ben oui, c'est exactement ça. Moi, écoute, on parle de 2004, ma tentative de suicide, on parle presque de 30 ans de souffrance. À un moment donné, tu te dis, mais cher à quoi? Puis les gens sont toujours surpris de dire, ben oui, mais t'es un petit garçon de 3 ans. Mais ça n'a rien à voir. C'est parce que j'explique aux gens que la maladie mentale, c'est comme une espèce de goudron qui prend possession de ton crâne, de ton cerveau, de tes neurones, et tu n'arrives pas à fonctionner. Tu n'arrives pas à raisonner. Hein? Tu sais, on parle de perdre la raison. Moi, j'aime l'expression parce que tu perds la raison. Et là, tu t'inventes ou tu te convaincs de choses qui sont irrationnelles, comme si je m'en vais, il n'y a personne qui va me manquer, ou il n'y a personne qui va... Les gens vont passer à autre chose. Ma blonde ou ma conjointe va trouver quelqu'un d'autre. Mon fils va m'oublier, va trouver un autre père. C'est toutes des choses irrationnelles. Alors tu te dis, ben, à quoi je sers, moi, comme tu disais? Et ça, c'est la question que je me suis posée. À quoi je sers? C'est quoi ma valeur? Et ma valeur était à 0. Et quand ta valeur est à 0, jumelée à l'équation de 0 espoir, ben, ça donne que 0 égale pourquoi ne pas quitter ce monde? Ouais. Et quand tu es rendu à ce point-là, et malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui arrivent à ce point-là, c'est très dur de renverser la tendance et de finalement te convaincre que non, il y en a quand même de l'espoir, même si tu crois qu'il n'y en a plus. Là. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, justement, tantôt on disait ça, là, je sers à rien. Dans le fond, c'est la réflexion qu'on se fait, mais vous servez à quelque chose, puis c'est la preuve. Martin est ici aujourd'hui. Fait que dans le fond, tu te rends compte que si tu t'es enlevé la vie, ben, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait. Entre autres, tu as créé Entre les deux oreilles, qui est une plateforme. Oui. Peux-tu nous en parler quelques minutes? Bien, on fête notre 10e anniversaire cette année. Puis ça, c'est quelque chose dont je suis fier, parce que quand j'ai lancé en août 2014, c'était sur un coup de tête. C'était suite à mon coming out. Là, j'aime pas le terme, mais c'est un coming out que j'ai fait sur les réseaux sociaux à l'effet que je vivais avec une maladie mentale. Personne ne le savait parce que je mettais toujours mon costume et mon masque de gars rieur et de chummy. Mais quand j'ai décidé d'en parler ouvertement, ben, j'ai décidé en même temps de dire, ben, tant qu'à en parler ouvertement, je vais essayer de
profiter de cette espèce de plateforme, de cette voix que j'ai pour essayer de sensibiliser les gens. Puis quand on parle de santé mentale, en 2014, il n'y avait pas grand monde, à part vous autres, qui parliez de santé mentale. Ouais. Je pense à Luc Vigneault, je pense à quelques personnes, mais la santé mentale, là, c'était pas à la télévision. Fait que moi, j'ai décidé d'ajouter ma voix à cette espèce de cœur de sensibilisation. Et jamais, si on m'avait dit, tu vas voir dans 10 ans, Martin, ça va encore fonctionner, tu vas avoir un podcast, tu vas faire des conférences, tu vas travailler même en santé mentale, parce que j'ai eu la chance d'œuvrer dans santé mentale chez Relief pendant 3 ans. Ouais. J'aurais dit, ben voyons donc. C'est souvent ce qui se passe. Même moi, c'est un peu l'exemple pour moi. Tu commences, tu n'as pas l'impression que tu vas faire ça des années, mais maintenant, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Puis là, tu te dis, ben, c'est comme ça fait partie de ta vie. Puis tu te dis, si je ne le fais pas, qui va le faire? Fait que, j'imagine que c'est la même chose que tu ressens. Tu te dis, j'apporte quelque chose, j'aide sûrement des gens. Donc, tu es poussé à continuer, là, tout simplement. Là. Le nombre de fois que je me suis dit, je vais arrêter de le faire. Parce qu'on a une vie, hein. J'ai des enfants, j'ai un travail, donc à un moment donné, tu te dis, c'est prenant. Hein, c'est très prenant et tu dis, bon, il faut que je publie quelque chose à tous les jours ou le plus souvent possible. J'ai mon émission, mon podcast et tout ça. Et je me dis, ah non, mais là, j'ai plus l'énergie, je veux me concentrer à autre chose, j'ai d'autres projets. Et là, il arrive toujours la même chose. À chaque fois, je rencontre quelqu'un par hasard, dans un café, dans un lunch, dans une conférence, peu importe, qui me prend de côté puis qui me dit, tu m'as vraiment aidé. J'ai entendu ton témoignage, j'ai entendu ton émission, je t'ai entendu à la radio, puis tu es venu me chercher parce que je me suis reconnu en toi. Et à chaque fois, ça fait comme, OK, Martin, il faut que tu continues. Ça te donne un beau, c'est la vie qui t'envoie quelque chose qui dit, lâche pas, on a besoin de ça pour les gens. Là. Toujours. Effectivement. Et moi, mon objectif, c'est pas... Je me suis jamais dit que je veux sauver des vies. Là. Je ne suis pas un pompier, je ne suis pas un policier, mais si je peux juste inspirer une personne, là, je m'étais dit ça au début, je vais avoir réussi ma mission. Puis tu peux sauver des vies. Des fois, tu ne le sauras même pas. Exact. Puis tu vas en avoir sauvé des vies. Il reste peu de temps. Il reste à peu près 1 minute. C'est fort intéressant. Il va falloir qu'on te réinvite. Mais rapidement, peut-être, je sais que tu t'intéresses beaucoup au sujet de santé mentale et travail. Je pense que c'est assez négligé comme sujet. Peux-tu nous en parler quelques secondes, en fait? En fait, oui. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment un changement de paradigme dans le travail où est-ce qu'avec la difficulté de rétention des employés, avec la pénurie de main-d'œuvre, les employeurs se cherchent une façon de dire comment je peux retenir mes employés, jumelé au fait qu'en ce moment, il y a une crise importante de santé mentale, pas juste dans la société, mais dans les milieux de travail. Les gens se requestionnent sur leur position dans l'entreprise et même dans la société. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'enjeux de santé mentale que j'appelle post-pandémiques. Alors, les employeurs se cherchent, ils cherchent des solutions. Et moi, ça me fascine de voir qu'enfin, en 2024, il y a des organisations qui sont sérieuses, ils veulent changer la donne, ils veulent implanter justement des bonnes pratiques de gestion, ils veulent faire de la sensibilisation, de l'éducation auprès de leurs employés et surtout de considérer qu'ils ont un rôle à jouer en tant qu'employeur et que ça ne soit pas juste dans la cour de l'employé. Exact. Merci beaucoup pour ça, Martin. On peut dire, les gens qui veulent te trouver justement entre les deux oreilles, tout simplement chercher entre les deux oreilles, vous avez plusieurs plateformes là, sur... En fait, on peut me trouver sur mon site web, entrelesdeuxoreilles.ca. Ou chercher Martin Binette aussi. Absolument. C'est ça, ouais. Facebook, LinkedIn principalement, Instagram. Et on a un podcast depuis maintenant 2 ans. Donc, on fait des émissions de temps en temps. On reçoit des invités, mais toujours autour de la santé mentale. C'est super intéressant. Merci, Martin. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Mais ça me fait plaisir. Salut. Bonne continuation. Merci. Salut. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les super physionomistes. Oui. En fait, j'avais déjà parlé par le passé des super physionomistes, des gens qui ont un don pour reconnaître les visages. Oui, je me souviens. Ouais. Mais on se demande aussi, est-ce que ces gens-là sont aussi capables de reconnaître les voix de façon exceptionnelle. Alors, j'ai pris ça sur un article sur Internet qui s'appelle « Les super physionomistes pourraient aussi être capables de reconnaître les voix ». Ben nous, en radio, souvent, on a une oreille audio. Hein. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais moi, ça m'arrive souvent aussi de reconnaître des thèmes de voix, des ressemblances, mais on va voir ce que l'article nous dit. Hein. Oui. Alors, j'ai pris ça sur le site slate.fr. C'est écrit par monsieur... En fait, ça a pris 3 personnes pour
écrire cet article-là. Donc, c'est sûrement très bon. C'est sûrement très bon. C'est validé et revalidé. Oui, alors c'est écrit par M. Ryan Jenkins, M. David James Robertson et M. Josh P. Davis. C'est juste parce qu'il ne voulait pas chicaner, fait qu'il dit on va le faire ensemble, comme ça on va avoir il ne voulait pas qu'un prenne le devant sur les autres. Hein? Peut-être. Alors, on nous dit, êtes-vous doué pour reconnaître les visages et les voix? Certaines personnes le sont très fortement, d'autres ont du mal à le faire. Des chercheurs ont constaté une grande variation dans la capacité des gens à reconnaître les visages ou les voix de personnes qui leur sont totalement inconnues. En ce qui concerne la reconnaissance des visages, les capacités varient entre ceux qui ont du mal à reconnaître les visages de leurs amis et de leur famille et ceux qui ont démontré des compétences exceptionnelles en matière de reconnaissance de visages inconnus appelés super reconnaisseurs en bon français ou super physionomistes. Ces super reconnaisseurs sont souvent engagés de nombreuses agences de détectives et par la police. À Londres, on dit qu'ils réalisent le quart des identifications à eux seuls. Quand même, ça crée un emploi. C'est quand même... Sûrement. C'est un talent qui peut rapporter, oui, finalement. Oui. Alors, une aptitude similaire pourrait exister également pour la reconnaissance vocale. Ce que l'on sait pour le moment est que certaines personnes ont du mal à reconnaître les voix de leurs amis et de leur propre famille. Cette condition porte le nom de phonognosie. Cependant, la question de savoir si une personne peut posséder une capacité de reconnaissance vocale exceptionnellement bonne n'a pas été étudiée jusqu'à présent. Dans une nouvelle étude, nous avons testé si les super reconnaisseurs de visage pouvaient transférer leur capacité à la reconnaissance des voix afin d'explorer la possibilité qu'il existe aussi des super reconnaisseurs de voix. En général, pour évaluer les niveaux de capacité des super reconnaisseurs, les chercheurs ont souvent utilisé 2 tests. D'abord, le Cambridge Face Memory Test mesure la capacité à observer et à mémoriser un visage. Ensuite, le Glasgow Face Matching Test est utilisé pour mesurer la capacité à dire si 2 visages, ou en fait, si la photo de 2 visages appartient à la même personne ou à 2 personnes différentes. Cependant, le fait d'être bon dans la reconnaissance d'un seul visage ne signifie pas nécessairement qu'une personne est également bonne dans la comparaison des visages. Des recherches ont montré que même les super reconnaisseurs peuvent avoir une très bonne mémoire des visages, mais être au même niveau que les participants aux capacités dites normales pour la comparaison des visages et vice-versa. Mm-hmm. Des tests vocaux ont également été conçus, non pas pour mesurer les capacités de super reconnaissance, mais plutôt pour mesurer la capacité générale à se souvenir d'une voix et à déceler si 2 enregistrements de voix appartiennent à la même personne ou à 2 personnes différentes. Dans une récente étude, des participants ont passé un test de mémoire vocale, un test de correspondance vocale et un test d'identification de voix de célébrités. Je ne sais pas si toi et moi, on était dans les célébrités. Non, mais... c'est ça, peut-être qu'ils nous ont oubliés. Pas pourquoi, d'ailleurs. L'étude a démontré que la capacité de reconnaissance vocale varie considérablement plus que ce que l'on trouve dans la littérature actuelle. On a constaté que certains participants étaient très forts en reconnaissance vocale, soit au-delà des capacités typiques. Deuxièmement, on a constaté que ceux qui possédaient des compétences exceptionnelles en matière de mémoire des visages, de correspondance des visages ou les deux, surpassaient ceux qui avaient des compétences typiques en matière de mémoire et de correspondance des voix. Certains participants ont réussi à obtenir des scores élevés et constants dans plusieurs tests. Cela laisse entrevoir la possibilité qu'il existe bel et bien des super reconnaisseurs de voix. Il y en a qui ont des talents, c'est sûr. Oui, mais sais-tu, j'y pense, Yvan, des fois, on peut reconnaître une voix, mais avec le temps, les voix changent. Hein. Comme, par exemple, si on entend la voix d'un animateur très connu, vu là 30 ans. Il y en a qui changent, mais il y en a qui ne changent pas, mais il y en a certains qui ont gardé presque la même voix, mais il y en a qui, effectivement, il y a comme quelque chose dans la voix qui vieillit, peut-être. C'est ça. Alors, il pourrait s'agir d'un mécanisme d'intermodalité, c'est-à-dire voix et visage,
et d'intertâches, soit à propos de la mémoire et de la perception, qui, en travaillant ensemble, conduisent à ce type de capacité. Il est possible que ces personnes puissent être utiles dans des postes similaires à ceux des super reconnaisseurs de visage, comme les forces de police et de sécurité. Ceci est particulièrement pertinent lorsque les extraits de voix sont les seules preuves disponibles, comme dans les cas de surveillance téléphonique, d'enlèvement, de fraude, de chantage et d'opérations antiterroristes. Et on sait aussi que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils ont beaucoup développé ça aussi, la reconnaissance vocale, tout ça, parce qu'ils peuvent des fois recréer la voix de quelqu'un. Oui, ça peut être fait avec des logiciels très, très, très précis. Très poussés. Mais on va poursuivre dans le deuxième segment. C'est super intéressant. Donc, les super physionomistes. À venir dans l'émission, Catherine Stassin propose sa chronique « Que suppose l'empowerment en santé mentale ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les super physionomistes. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. C'est maintenant le moment de la chronique de Catherine. Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, quelque chose d'un peu plus différent. En fait, tu poses un peu la question, que suppose l'empowerment en santé mentale? Tu vas expliquer un peu ce que c'est en fait l'empowerment. Oui, l'empowerment, on a beaucoup entendu parler ça dans le contexte du combat féministe ou de la cause MeToo. C'est une façon de dire qu'on va se réapproprier le pouvoir qu'on peut avoir en tant que femme ou pour une autre cause d'ailleurs. Donc, ça vaut pour n'importe quelle cause. C'est une reprise de pouvoir quand il y en a eu une avant, quand il n'y en a pas eu. On l'a perdu, une appropriation du pouvoir qu'on n'avait pas. Et ça peut être au niveau personnel, quelqu'un qui fait une démarche, donc ça c'est une seule femme, ou ça peut être un collectif de femmes. Ça, c'est pour donner un exemple qui va permettre de mieux comprendre ce que c'est l'empowerment au niveau de la santé mentale. Et ça se dit beaucoup quand même depuis plusieurs années de reprendre pouvoir. Il y a des groupes qui veulent justement reprendre un peu le pouvoir sur leur vie là, quand ils ont été un peu dépossédés du pouvoir souvent par les institutions et tout ça. Fait que il y a un peu une action, en tout cas une prise de conscience en ce sens-là. Oui, je pense que beaucoup de causes, c'est un phénomène qui est aussi sociétal. Hein. Je pense que les gens, c'était le moment où les gens avaient besoin de se réapproprier les choses et puis aussi de redevenir eux-mêmes et de se respecter en tant que citoyen individu. Et dans le cadre de la cause des femmes, en tant que femme, mais ça peut être aussi en tant que femme et citoyenne, et femme et par exemple, usagère de services en santé mentale. Donc, en fait, ce qu'on remarque surtout en santé mentale, c'est que l'empowerment, il arrive de manière un petit peu exponentielle. Pourquoi? Parce que depuis le temps, les siècles où la santé mentale, entre guillemets, était malmenée, je parle des patients qui n'avaient pas droit à la parole, ou quand ils osaient exprimer certaines choses, ils n'étaient pas fort entendus, je pense, que ce soit au niveau des services de psychiatrie ou de la société. Ils étaient plutôt, les usagers ou les patients, ils étaient plutôt stigmatisés, et ils étaient pointés du doigt, quelquefois discriminés. Jusqu'à hier, là, presque. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des milieux qui sont encore... Dans la ligne du temps de la santé mentale, je pense qu'on peut dire en effet jusqu'à hier. Jusqu'à hier, parce qu'il y a des gens encore qui sont pointés du doigt, puis certaines Alors, personnes... disons aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, disons. Il y a des gens encore qui s'imaginent que les gens qui ont eu des problèmes de santé mentale n'ont pas à dire quoi que ce soit, puis ont juste à
malheureusement. Oui, et puis surtout, souvent, on ne les fait pas sentir des citoyens à part entière. Or, ce sont des citoyens à part entière, et donc c'était pour dire qu'on part vraiment de loin, dans le fond. Ouais. Alors, alors on se dit, OK, maintenant qu'on se met d'accord, ou que le patient ou l'usager du service en santé mentale se dit, moi, je veux être actif dans mon parcours en santé mentale, je veux comprendre ce qui m'arrive, je veux reprendre le pouvoir, si tu veux. On peut se poser aussi la question et se dire, oui, mais dans le fond, c'est très difficile déjà pour quelqu'un qui n'a pas un problème en santé mentale de faire face à lui-même, à la société et aux obstacles qu'on dresse devant une personne. Oui. Mais alors, quelqu'un qui a un problème en santé mentale, c'est encore plus difficile parce qu'il vit une crise intérieure, une crise vraiment très, très personnelle qui souvent le rend moins actif, lui donne moins de capacité, en tout cas, à effectuer des actions qui orienteraient son parcours en santé mentale. Comme s'il avait été un peu laissé de côté ou sur le côté de la route pendant un certain temps. Donc, c'est difficile. Je pense que c'est dû aussi aux pathologies ou aux maladies. Oui, c'est dû à ce problème d'être mis de côté, d'avoir été mis de côté, comme tu dis, parce que c'était le cas. On ouvrait l'asile, on fermait la porte à double tour derrière, c'était fini, on n'en parlait plus. Ouais. Mais les personnes qui vraiment veulent faire une démarche, elles peuvent être aussi freinées, et c'est normal, parce qu'elles sont simplement malades. Un cancéreux, on ne va pas lui dire de courir 3 marathons alors qu'il est en plein de chimio. Ouais. On va dire, ça va être difficile pour toi, le parcours pour le moment, de pas faire les mêmes activités, ou pour ta guérison, comment tu vas faire? Bon, le patient en santé mentale, il y a quelque chose de ça. Donc, c'est-à-dire qu'il quelquefois, prenons le problème d'une dépression, il peut avoir un ralentissement de ses activités, de ses réflexions. Donc, comment faire? Alors, à ce moment-là, puisqu'on se rend compte qu'il y a une petite difficulté supplémentaire pour ce genre d'usager ou de patient, c'est pour ça aussi que les soignants sont là, d'accord? Ouais. Donc, on va voir un petit peu se renverser la fenêtre et puis maintenant, voir le côté soignant. Et le soignant, eh bien, c'est lui qui doit faire fi, c'est-à-dire qu'il doit oublier le modèle paternaliste qui existait avant, où on enfermait les gens, on prenait les décisions pour eux. Également, on ne laissait pas le choix dans leur parcours, que ce soit le type de thérapie, les médicaments. Enfin, il y avait le choix en rien. Et quel médecin ils veulent voir? On a le choix au Québec. Là, pour ceux qui ne le savent pas, on a le choix de choisir son médecin. Là, si on s'entend mieux qu'un autre médecin que celui qu'on devrait avoir. Mais tu vois, ça, je ne savais même pas. Ouais. C'est intéressant. On a le droit de choisir, en fait. Alors donc, en plus, le choix, comme tu dis, mais on peut aller choisir aussi. Je prends l'exemple au long de cette chronique du groupe d'entraide. Personne ne va vous obliger à faire partie d'un groupe d'entraide. On va vous proposer certaines choses et c'est à vous, selon votre évolution, vous allez penser, dans le fond, non, moi je pense qu'une thérapie en face à face avec le thérapeute, ça ira mieux maintenant. Mais peut-être dans 3 mois, je vais faire une thérapie de groupe ou l'inverse. Mais que la personne ait le choix, c'est ça, elle est assez apte parce qu'elle connaisse le problème. C'est pas parce qu'elle a eu des problèmes de santé mentale qu'elle est devenue complètement incompétente là, dans son bien-être. Là. Son libre arbitre et son jugement reste là. C'est ça. Et donc, il faut cependant, évidemment, se dire que ça ne va pas être facile. Et donc, cette personne doit savoir, patient comme usager, que son parcours dans cette philosophie de l'empowerment, il faut qu'elle soit d'accord que ça va être un parcours d'apprentissage et que ça va être un parcours où la personne va devoir lire, s'éduquer de manière continue pour faire les bons choix. Ça n'arrange pas tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent qu'on leur dise quoi faire, etc. Mais pour ceux qui veulent faire un choix éclairé, il faudra s'impliquer. Et toutes les maladies mentales ne permettent pas non plus une implication. Donc ici, chacun s'y retrouvera un peu. Alors, évidemment, la personne, grâce au groupe d'entraide, je continue avec cet exemple-là, qu'est-ce qui va se passer dans le groupe d'entraide? Elle partage son expérience, l'autre personne dit « moi, le stress, je ne supporte pas au travail. Moi, le stress, c'est plutôt en famille
que je ne gère très mal mon stress. Donc, on va dire c'est un groupe d'entraide sur la gestion du stress. Et en fait, chacun, en partageant son vécu, va donner des petites recettes à l'autre, va partager. Éventuellement, il y aura peut-être un père qui va être là et qui va dire « Oh, ben moi, j'ai vécu ça et j'ai réussi à surmonter. » Donc, la personne se dit, elle sort de ces groupes avec un peu plus de fierté, de dignité, en se disant aussi, mais dans le fond, j'ai pas si mal géré, j'apprends des autres, et en plus, je viens à ce groupe, et quand je sors, je vais prendre des actions pour encore aller mieux et mieux gérer mon stress. Ça peut être un groupe sur gestion de l'anxiété, ça peut être autre chose, d'accord? Et les groupes, moi, je me suis rendu compte avec le temps, souvent, il y en a qui peuvent avoir des doutes, je n'ai pas le goût vraiment pour parler de mes problèmes devant d'autres, mais la plupart des gens qui ont participé à ça, sont c'est très bénéfique pour eux. Donc, les groupes sont très aidants pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé. Je pense que le plus difficile, c'est toujours la première prise de parole, parce que c'est toutes des histoires très personnelles. On pourrait dire que c'est du domaine de l'intime. On partage des choses qu'on ne veut pas partager devant un micro, en tout cas pas de manière non anonyme, je pense souvent. Ça dépend les cas. Donc, c'est sûr qu'il faut faire confiance à l'autre. Mais ça vous reconstruit aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant que cette personne puisse décider, ben moi, je vais participer à ça. La personne peut aussi dire, moi, je m'arrête au bout de 2 séances. Donc, c'est vraiment son choix. C'est ça, elle a le droit de décider. Maintenant, on peut se dire aussi, tiens, l'empowerment, mais qu'est-ce que ça apporte? Là, je parlais un petit peu au niveau individuel. Donc, si je vais dans ce genre de groupe, ben, j'en ressors un petit peu avec plus de dignité. Je me sens un petit peu reconstruite parce que dans le fond, au boulot ou à la maison, j'étais un peu pointée du doigt. Ouais, t'es trop stressée, tu sais pas gérer, les choses ne fonctionnaient plus comme je voulais, etc. Donc là, je commence à mieux me sentir, être plus fière de moi. Mais il y a aussi une contribution de la sorte qui arrive avec la communauté. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand il y a une prise de parole dans des petits groupes comme ça, ou même des gens qui écrivent des livres, des fois, ou qui vont en émission de télévision, et qu'il y a une prise de parole, eh bien, la personne se sent respectée parce qu'elle est invitée en tant qu'usagère de services de santé mentale ou patiente remise d'une dépression ou de Dieu sait quelle autre maladie. D'accord? Donc, les gens vont sentir qu'ils appartiennent à nouveau à la société, qu'il y a un sentiment d'appartenance à la collectivité. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais moi aussi j'ai ça, mais je continue quand même à faire partie de la société parce que cette personne... » Elle s'en est sortie et elle parle maintenant à la télévision, par exemple. Donc, ça donne une autre vision complètement de l'état des personnes. Donc, vous contribuez évidemment à votre avancement, mais on ne pense pas toujours qu'on contribue aussi au développement de la communauté et à l'enrichissement de la communauté. Et surtout, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, tiens, si on ne faisait pas ça, d'accord? Si on n'exerçait pas cette influence qu'on peut avoir, si on ne prenait pas le contrôle de notre vie ou si on ne se redonnait pas ce pouvoir qu'on peut avoir, qu'est-ce qui se passe? Il y a des études qui montrent qu'en fait, la dépression augmente quelqu'un qui ne va pas être associé à son parcours. Et donc, le taux d'hospitalisation aussi, ça a été démontré, en psychiatrie, augmente dans des cas où il n'y a pas reprise de pouvoir ou empowerment du patient. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, ça, qu'on voit le côté, dans le fond, oui, mais si on ne le fait pas comme pendant des dizaines d'années avant. Ça nuit, si on ne le fait pas, il faut le faire, c'est ça. Au niveau personnel pour ceux et qui à veulent la le société. Faire, mais pour ceux qui veulent le faire, comme tu disais, on n'est pas obligé de le faire. Il y en a qui aiment mieux se faire prendre en charge, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça aussi, peut-être prendre du pouvoir sur leur vie. Voilà, et ils se redécouvrent, je pense. On peut ici, certains scientifiques critiquent cette façon de faire, en santé mentale, je parle de l'empowerment, là, parce qu'il serait calqué sur le modèle libéral économique, parce que ça évite les frais de faire le parcours par le patient et l'usager, plutôt que d'offrir plus de services. Bon, ça, je voulais juste en faire part. Chacun posera le jugement qu'il veut là-dessus. Et donc, on voit bien que l'empowerment, eh bien, écoutez, c'est quelque chose de très complexe. Le patient, comme le soignant,
chacun doit reconstruire et restructurer les services et son développement. Oui. Merci Catherine pour cette chronique. Comme d'habitude, on va mettre les références sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Merci et à la prochaine chronique. Merci Yvon. Au revoir. Bye. De retour au micro à Folie Douce qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. De retour au micro à l'émission. Pierre, ton sujet, donc tu as commencé plus tôt dans l'émission, les super physionomistes qu'on poursuit maintenant. Oui, les super physionomistes qui sont des gens qui sont très doués pour reconnaître les visages, mais on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ces gens-là seraient aussi capables de reconnaître les voix? Ou est-ce que ce sont deux talents complètement différents? On dit souvent les gens sont très audio, très visuels, mais peut-être qu'il y en a qui combinent les deux, qui ont déjà une perception plus développée que les autres. Là. Oui, exactement. Ouais. Alors, dans un deuxième article, je vais vous lire maintenant qu'est-ce qu'on dit de la reconnaissance de la voix de la mère. Surtout de l'angle des jeunes enfants, des tout petits enfants. Parce que si on une voix qu'on reconnaît facilement, je pense que c'est la voix de notre mère depuis toujours. Oui, puis c'est ça qui est rassurant pour l'enfant, le bébé surtout, le jeune enfant. Et on se pose aussi la même question au niveau de la voix du père aussi, mais ça serait peut-être pour une autre étude. Ouais. Alors, maintenant, je vais vous lire quelques extraits de cet article qui s'appelle « Les effets insoupçonnés de la voix de la mère sur le cerveau des enfants ». C'est écrit par Mme Lise Loumet, qui est rédactrice en chef adjointe au site Internet Sciences et Avenir. Alors, cette Mme Loumet nous dit « La voix maternelle activerait chez l'enfant bien plus de zones cérébrales que les scientifiques pensaient jusqu'à présent », révèlent des chercheurs américains. La voix maternelle possède des vertus que les scientifiques ne soupçonnaient pas jusqu'à récemment. En 2015, un neurologue américain montrait qu'elle permet de stimuler le développement cérébral chez les bébés prématurés en couveuse. Précédemment, des études ont mis en évidence que les enfants préfèrent écouter la voix de leur mère à celle d'autres femmes. Ce qui n'est pas tellement étonnant, selon moi. Mais en plus, c'est que, tu sais, je ne sais pas si l'étude le dit, mais l'enfant s'est développé avec la voix de sa mère. Ben, exactement. Pendant si tu veux, son propre développement, c'est certain que sa voix est tellement attachée à son développement. C'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant. Alors, mais pourquoi est-ce ainsi? Des zones cérébrales spécifiques sont-elles activées lorsque l'on entend la voix de sa mère? C'est ce qu'ont voulu déterminer les chercheurs de l'Université de Stanford aux États-Unis. Ce sont en fait les premiers à avoir analysé les scans du cerveau d'enfants écoutant les voix de leur mère. Les chercheurs ont analysé par IRM, soit par imagerie de résonance magnétique, le cerveau de 24 enfants âgés de 7 à 12 ans, ne présentant aucun trouble du développement et élevés par leur mère biologique. Ils ont demandé à leurs parents de répondre à un questionnaire pour évaluer le niveau de sociabilité de leur enfant. Pendant l'IRM, les jeunes volontaires ont écouté des bandes sonores enregistrées par leur propre mère. Mmh. Une façon indirecte de prolonger finalement l'effet bénéfique de la voix de la mère. Sans qu'elle soit là nécessairement. L'enregistrement fait le travail. Sûrement, oui. Alors, on nous dit, les mots prononcés n'avaient aucun sens. Entre 7 et 12 ans, la plupart des enfants ont de bonnes compétences linguistiques. Nous ne voulions donc pas utiliser des mots qui avaient un sens parce que cela aurait activé des circuits totalement différents dans le cerveau, précisait M. Vinod Menon, qui est principal auteur de l'étude. Les enfants ont ainsi écouté le même enregistrement sonore, mais provenant cette fois de mères d'enfants non inclus dans l'étude et qui n'avaient jamais rencontré aucun des jeunes volontaires. Selon les conclusions des chercheurs, 97% des enfants ont été capables de reconnaître la voix de leur mère en moins d'une seconde. Mais cela n'est pas étonnant. En revanche, les chercheurs ont été surpris de constater qu'au-delà des ondes cérébrales dédiées à l'audition, d'autres étaient bien plus stimulées par la voix maternelle que par celle des autres femmes. Ces régions sont celles impliquées dans les émotions, dans le circuit de la récompense, dans la conscience de soi, dans la perception et la reconnaissance faciale. M. Daniel Abrams, qui est co-auteur de l'étude, nous dit « Beaucoup des processus sociaux, linguistiques et émotionnels que nous adoptons viennent de l'écoute de la voix de notre propre mère. »
Avec ses collègues, ce dernier a également constaté que les enfants qui présentaient les connexions cérébrales les plus fortes entre ces différentes régions étaient ceux présentant la plus forte aisance sociale et les importantes capacités de communication. Ces résultats pourraient mener vers une meilleure compréhension des déficits de communication et de sociabilité chez les enfants souffrant de troubles du spectre autistique, conclut M. Menon, qui prévoit de mener prochainement une étude similaire chez ces jeunes patients. Il dit en terminant, il serait également intéressant de se pencher sur la voix du père, qui pourrait bien avoir un effet similaire à celui de la mère. Et souvent, on dit souvent au père de parler au bébé quand il est dans le ventre de la mère, puis ça crée déjà un contact. Puis c'est vrai que l'audio, puis ce qui me fait, ton article, en fait, ce que ça me fait penser, c'est que je me dis, il y a tellement de trucs qui coûtent rien, qui sont préventifs. Si les gens utilisaient, c'est quelque chose de simple, là, d'avoir une communication avec son bébé, puis avec le jeune enfant, puis lui, ça le rassure parce qu'il reconnaît le son de la voix de la mère. Alors, ça peut prévenir peut-être plusieurs problèmes. Oui. Puis je peux pas m'empêcher de penser que les mères qui endorment leurs petits en leur chantant des berceuses, ça c'est drôlement rassurant, j'imagine. Et il y a aussi de raconter une histoire. On dit souvent raconter une histoire, autant les pères que les mères, souvent ça fait du bien à l'enfant parce que l'audio... c'est beau. Déjà, nous, on fait de la radio. Je pense qu'on croit beaucoup en l'audio. Là, mais l'audio permet de faire plein de choses. Le visuel, oui, mais l'audio, c'est très important aussi. Oui. Alors, il y a d'autres études qui vont suivre. Peux-tu rappeler les deux titres, peut-être en terminant, des deux articles que tu nous as parlé dans ce bloc-là d'Espresso et Espresso allongé, des super physionomistes? Le premier article s'intitulait « Les super physionomistes pourraient aussi être capables de reconnaître les voix » et le deuxième article s'intitulait « Les effets insoupçonnés de la voix de la mère sur le cerveau des enfants ». Et on va mettre les liens sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce sous ta chronique, donc les super physionomistes. Merci Pierre pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Et merci aussi pour tes segments à l'Espresso et à l'Espresso allongé, où tu nous parlais des super physionomistes. Oui. Merci pour ce sujet-là. Notre invité en début d'émission, Martin Binette, fondateur de Entre les deux oreilles, était très intéressant à écouter. C'est un ambassadeur incroyable au niveau de la prévention en santé mentale. Merci d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a proposé son sujet « Que suppose l'empowerment en santé mentale ?» C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.